bonjour. En ce jour où normalement les Français ne travaillent pas, parce qu'ils commémorent la libération de leur territoire par des troupes, y compris canadiennes, j'ai la rude tâche de vous présenter un certain nombre de choses. Mais avant, bien sûr, je vais m'associer aux remerciements qui ont été formulés à l'égard de Vincent Gautret et de Mustapha Miki, parce que je sais la difficulté de l'exercice. Et puis, Mustapha y a fait allusion hier, je remercierai aussi Pierre Glaude, qui préside aux destinées du 10 mai Humanité numérique en France, et qui nous permet d'avoir de l'argent de la région Île-de-France, et j'espère de plus en plus d'argent de la région Île-de-France. Donc voilà, s'il regarde cette vidéo éventuellement plus tard, il saura que voilà, nous lui avons rendu hommage et que nous attendons beaucoup de lui, surtout beaucoup de financement. Le point que je voudrais présenter devant vous est un dilemme fréquent, qui est celui de la fusion des contraires, la fusion de l'inorganique et du vivant, du minéral et du biologique, des artefacts et de l'humain, de l'artificiel et du naturel. Et je pense qu'à propos justement de ce dilemme, il me semble en tout cas que les juristes français et les juristes européens se trompent un peu de cible. Ils risquent de se tromper de cible, et c'est pourquoi j'ai sous-titré mon intervention « Pour en finir avec les robots ». Alors, je vais essayer d'être bref, même si vous ne vous affolez pas, j'ai 52 pages, mais je vais beaucoup résumer. Mais je vous renvoie, publicité à tendance de réclame ou réclame à tendance publicitaire, je vous renvoie pour le complément à un ouvrage qui va sortir dans 3 ou 4 jours, qui s'appelle Lex Robotica, et qui reproduit les actes d'un colloque que nous avons réalisé il y a quelques mois avec l'IRDA et avec le Conservatoire national des arts et métiers de Paris, et qui effectivement est consacré à l'essentiel du propos que je vais tenir. Alors, hier, effectivement, Julie Poiron y a fait allusion, on a parlé du vocabulaire et de la notion de robot, et mon collègue et ami qui est à mes côtés va aussi parler de la chose tout à l'heure. Mais il me semble pour ma part que le mot robot a été quelque peu dévoyé. Pour moi, le robot, c'est le robot tel qu'il a été désigné en 1921, c'est-à-dire le robot à forme humanoïde. Et depuis, le mot robot, il aurait fallu sans doute inventer d'autres terminologies, mais depuis, le mot robot est utilisé pour tout et pour n'importe quoi, du moulin à légumes jusqu'au logiciel de justice prédictive. On parle d'ailleurs de robjets, de plus en plus, les objets connectés de toutes sortes, et puis aussi effectivement des logiciels. Alors pour ma part, je vais sur mon propos, lorsque je parlerai de robot, cela désignera uniquement le sens primitif du terme, c'est-à-dire un appareil en mouvement, pouvant se déplacer, anthropomorphe, androïde ou à forme humanoïde, et doté désormais d'une intelligence artificielle, mais ça mes collègues en reparleront bien mieux que moi tout à l'heure. Alors, effectivement, ce phénomène des robots humanoïdes se développe, mais il n'y a pas que ce phénomène de développement des robots humanoïdes, il y a en même temps, l'expression est à la mode, je dirais presque que c'est une obligation statutaire pour nous maintenant en France d'utiliser cette expression. En même temps, il y a un autre phénomène qui se développe, c'est la transformation artificielle du corps humain. Et donc, on a à la fois une tentative d'insertion de la vie dans la machine et un essai de mécanisation, voire donc de numérisation de l'humain. Et ce n'est pas un plan très original, mais je présenterai mon propos en 2 parties. D'abord, je parlerai du robot humanisé, spectaculairement humanisé, parce qu'on le voit partout, on en parle énormément, avec un droit qui finalement, et je crois que ce qu'on a déjà dit hier et ce matin le confirme, avec un droit qui est probablement à peu près suffisant. Et puis à côté, nous avons un humain robotisé, beaucoup plus discrètement robotisé, où là, nous avons un droit presque inexistant, du moins en droit français et européen. Alors d'abord, première partie, le robot spectaculairement humanisé, un droit presque suffisant. Alors d'abord, description du phénomène, et ensuite, quelques remarques juridiques. Le phénomène est ancien, la volonté de créer des humanoïdes est très ancienne, depuis les sculptures animées de Dédale, en passant par le golem, etc., etc. Et les peurs qui vont avec aussi sont très anciennes.
Le cinéma, les écrits de science-fiction, etc. l'ont énormément utilisé. Ceci étant, il faut savoir un peu ce qui existe aujourd'hui et essayer de voir quels sont les avantages et les inconvénients des fameux robots, toujours au sens où je l'entends, existants. Les robots existants sont nombreux en circulation, alors pas nombreux par rapport à la population mondiale évidemment, mais beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, puisqu'il y a plusieurs dizaines de milliers de robots humanoïdes qui sont actuellement utilisés un petit peu partout dans le monde. Et j'ai recensé entre 40 et 50 sortes de robots humanoïdes existantes, plus ou moins anciennes. Alors, vous en connaissez sans doute un certain nombre: Nao, Romeo, HRP2, Jazz, Animatronics, BERT, Caspar, 21, Kirobo, Asimo, Pepper, on en reparlera, vous connaissez sans doute le robot Pepper, comme vous connaissez Nao, Saya, MS Dancer. MS Dancer, c'est extraordinaire, c'est un robot qui, paraît-il, vous apprend les pas de danse. Vous dansez avec le robot, il vous apprend à bien danser. THR3, qui a le sens du toucher. Harmony, Harmony, c'est un robot au corps d'actrice de films pornographiques qui simule l'orgasme. C'est extraordinaire. Buddy, Atlas, Yugo, AX3, iRobot, les robots sud-coréens et les robots sud-coréens qui sont tellement imités de l'humain qu'ils en sont effrayants, tellement l'imitation est extraordinaire. Et puis aussi le robot Darwin, que je connais bien, enfin que je connais un peu parce que j'ai commis un petit spectacle il y a un peu plus d'1 an avec un robot Darwin, certains ici le savent, et donc je sais très bien comment il fonctionne, ou plutôt comment il fonctionne mal, mais ça c'est une autre histoire. Enfin bref, j'arrête la liste parce que ce serait trop long, mais il y en a énormément, plus ou moins ressemblants à l'humain, étant entendu que beaucoup pensent qu'il ne faut pas qu'ils soient trop ressemblants à l'humain. C'est pour ça qu'on a beaucoup de robots qui sont plutôt ressemblants à des mangas, à des bandes dessinées, à des jouets, etc. Parce que s'ils sont trop ressemblants à l'humain, il y a ce qu'on appelle la vallée dérangeante, c'est-à-dire le moment où, d'un seul coup, le robot devient trop effrayant parce que justement trop ressemblant à l'humain. Alors, les avantages et les mérites de ces robots, c'est bien entendu, mais ça je ne reviens pas, la possibilité de les doter d'une intelligence artificielle, mais c'est aussi leur capacité sensorielle notamment, bien plus développée que les capacités humaines, vision nocturne, perception de gaz inodores pour l'homme, et leur capacité physique, puisque souvent ils ont plus de force, ils peuvent avoir plus de force qu'un humain. Si j'ajoute qu'avec les mêmes restores qui vont apparaître, comme vous le savez, et qui vont révolutionner probablement les choses, et notamment les processeurs, et puis aussi l'ordinateur quantique qui va effectivement s'instaurer peu à peu, je pense qu'effectivement il y a des possibilités extrêmement importantes pour les robots humanoïdes, et je pense même que peut-être le vocabulaire, on a parlé beaucoup de numérique, mais je me demande si le vocabulaire ne va pas aussi, là encore, être démodé. On est parti d'électronique pour aller à l'informatique, pour aller au numérique, est-ce que maintenant on ne va pas aller au quantique, hein? Je me demande si même le terme de numérique aujourd'hui n'est pas dépassé, puisqu'on va dépasser les 0 et les 1 dans très peu de temps. Alors, les inconvénients et les défauts du robot humanoïde, le principal inconvénient, c'est que tous les robots humanoïdes sont limités à leur environnement. Dès qu'ils sortent de leur environnement, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Beaucoup de scientifiques nous disent, il y en a qui me l'ont confirmé, et je l'ai vu moi-même, un robot qui sort de l'environnement auquel il est destiné est un robot en panne. Bon. Donc c'est le premier inconvénient. Et puis en plus, donc, un robot n'est pas capable d'homéostasie, il n'est pas... il n'est qu'à l'heure finalement, et d'ailleurs beaucoup comparent avec les automates d'autrefois. Un automate amélioré, ni plus ni moins, disent certains. Je vous signale par exemple que même sur les capacités, on dit qu'il a des capacités, ils ont des capacités physiques plus importantes que l'humain, mais par exemple un robot humanoïde pour l'instant est toujours incapable de prendre un crayon. C'est une question qu'on n'a toujours pas résolue. Le robot humanoïde ne sait pas, n'a pas cette capacité de préhension d'un simple crayon. Bon, et puis le robot n'a pas de sentiment, le robot n'a pas d'humour, le robot n'a pas d'émotion, le robot n'a pas de conscience, le robot n'a pas d'émotion artistique. On a une grande exposition actuellement présentée à Paris au Grand Palais, où l'on voit que le robot peut servir l'artiste, mais que le robot artiste lui-même est une plaisanterie. Et puis enfin, ce qui est intéressant, c'est que dans les inconvénients, c'est que le robot a besoin principalement d'une énergie externe. Et ça, je peux vous dire que ça, c'est quand même formidable, parce que c'est encore là où l'homme peut garder la main. C'est que quand un robot dysfonctionne, il y a toujours un moyen, c'est de débrancher la prise, de couper son alimentation électrique, et comme ça, on s'en sort assez facilement. Là encore, j'en ai l'expérience. Alors, quelle est l'appréhension juridique de l'humanoïde ?
il faut d'abord se pencher sur les fonctions exactes du robot, ensuite regarder si effectivement il faut lui donner un statut personnel, et enfin regarder les règles existantes, les règles juridiques existantes. Alors les fonctions exactes du robot humanoïde, c'est ce qu'on appelle le robot d'assistance principalement, ce qu'on appelle aussi la robotique sociale. Vous avez vu, je passe vite, j'ai 52 pages, mais elle passe très vite. C'est ce qu'on appelle aussi la robotique sociale. Alors, le robot, ça peut être le robot de compagnie, le robot d'éducation, le robot thérapeutique, ou même le substitut sexuel, ou le robot de défoulement. Ça existe aussi. Alors, on comprend les dangers, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, le risque de prise de contrôle extérieur, le risque de transmission à des tiers d'informations personnelles, et puis des dangers spécifiques sur les derniers robots que j'évoquais. Beaucoup de psychologues se sont déjà penchés sur la question, notamment, certains vous disent, mais c'est formidable les robots, parce que comme ça, les pulsions délétères que les individus peuvent avoir, ils vont les exprimer sur des robots, et c'est beaucoup mieux qu'ils les expriment sur des robots plutôt que sur des humains. Ce à quoi beaucoup de psychologues vous répliquent que si on viole une petite fille robot, on va banaliser l'acte, et qu'au contraire, en réalité, ça va au contraire développer les pulsions en question et les banaliser chez l'individu, et qu'il faut au contraire s'en défier. La question du statut personnel du robot, on y a fait une toute petite allusion hier. Faut-il lui donner, alors non pas la personnalité morale, ce qui évacue les problèmes de patrimoine qu'on va évoquer tout à l'heure, mais faut-il lui donner une forme de personnalité juridique? Alors vous le savez, l'Arabie saoudite a octroyé à Sofia la nationalité saoudienne, et puis vous savez que nous avons quelques confrères avocats qui veulent absolument, et depuis très longtemps, donner une personnalité, encore une fois, pas la personnalité morale, mais une personnalité juridique au robot humanoïde. Le Parlement européen a été leurré dans ce sens, parce que lui-même a proposé, le Parlement européen, en 2017, a proposé aussi cette voie. En réalité, comme Jean-Christophe Roda le rappelait tout à l'heure, la majorité des juristes français rejettent cette idée de donner une forme de personnalité juridique au robot humanoïde, tout simplement, ou anthropomorphe, tout simplement parce que déjà, il y a tellement de sortes de robots et tellement de degrés dans leur capacité, leurs fonctions, etc., qu'on voit mal les critères que l'on pourrait retenir pour leur donner une personnalité spécifique. Alors, il y a une autre piste qui a été le rapprochement avec les animaux, en disant, après tout, on pourrait peut-être donner un statut au robot humanoïde qui serait proche de celui de l'animal. Je ne crois pas, parce que, en tout cas en droit français, parce qu'au titre de l'article 515-14 du Code civil, l'animal est doué de sensibilité, par le robot. En plus, l'animal, beaucoup d'animaux ont conscience d'eux-mêmes, on le sait. On sait aujourd'hui que beaucoup d'animaux, en tout cas les animaux supérieurs, ont conscience d'eux-mêmes. Le robot n'a pas conscience de lui-même. Et puis en plus, récemment, l'ANSES, qui est une agence nationale française, le 25 avril dernier, nous a dit qu'effectivement, l'animal avait une dimension mentale obligeant à préserver son bien-être, et on ne voit pas bien comment le robot aura une dimension sentimentale et comment on devrait préserver son bien-être. Alors, finalement, on est en présence de choses douées d'une intelligence artificielle, soumises donc à mon sens au régime des biens, choses de genre ou corps certain selon les cas, choses mobilières et biens composites. Et peut-être que là, on pourrait réfléchir à retrouver la notion d'universalité juridique, mais c'est une piste parce qu'on l'a considérée à mon sens, et à tort, comme dépassée il y a quelque temps. Peut-être qu'on pourrait la retrouver ici, mais laissons cela. Alors face à cela, face à ce refus d'une personnalité spécifique, on a une panoplie de règles juridiques. On les a déjà évoquées toutes, je n'y reviens pas. Les responsabilités, vous allez en parler, mon cher collègue. La répartition des responsabilités, largement la matière, le droit des biens, le droit de la consommation, le droit des données personnelles, la protection de la vie privée, la propriété intellectuelle et la normalisation. Tout ça, nous avons pratiquement tout pour gérer les robots humanoïdes. Sauf peut-être, comme le rappelait un autre propos Mustapha tout à l'heure, peut-être des nécessités de quelques règles déontologiques, soit par le biais contractuel, soit par le biais du droit mou. En tout cas, les règles d'Asimov, bien sûr, ne sont pas suffisantes, mais peut-être par le biais contractuel, tout simplement. Je vous signale qu'actuellement, quand vous achetez un robot Pepper, vous vous engagez à ne pas utiliser ce robot pour des activités sexuelles. Je ne sais pas si vous connaissez le robot Pepper, mais il faut quand même déjà avoir un certain degré de perversion pour avoir ce genre d'idée. Mais enfin bon. Donc peut-être que c'est seulement ce qui passe, ce qui est nécessaire, mais pas plus. Autrement dit, mon idée, c'est qu'en fait, le robot humanoïde est surtout une vitrine
une vitrine actuelle, une vitrine qui sert à vulgariser la robotique, qui sert aussi au laboratoire à trouver des financements, parce qu'on fait comme ça des belles démonstrations, et ça plaît beaucoup. Et bon, vous savez que la recherche, hein, c'est d'abord la recherche d'argent. Donc voilà, les robots servent surtout à ça, mais je pense que l'avenir est à autre chose que les robots anthropomorphes, et beaucoup plus en fait aux intelligences artificielles intégrées dans les biens mobiliers ou immobiliers. Vous nous en reparlerez dans un instant. Alors, deuxième partie beaucoup plus courte, puisqu'il ne me reste que 5 minutes. L'humain discrètement robotisé, un droit presque inexistant. Kevin Warwick, un scientifique qui s'est lui-même implanté des composants artificiels, a déclaré « Il y aura des gens implantés, hybridés, et ceux-ci domineront le monde. Les autres constitueront une sous-espèce. » Et c'est ce que certains pamphlétaires ont appelé les chimpanzés du futur. Ceux d'entre nous qui ne voudraient pas avoir cette numérisation du corps humain seraient les chimpanzés du futur. Voilà ce que certains nous promettent. Mais ce n'est pas nouveau. Déjà au XVIIIe siècle, il y avait des gens qui voulaient perfectionner l'espèce humaine. Alors, d'abord, les manifestations de cette robotisation, et puis ensuite, l'embryon d'analyse juridique. Mais justement, je pense que là-dessus, le droit est insuffisant. Alors, on nous dit, mais l'homme a toujours été un cyborg, l'homme a toujours été un cybernanthrope, nous disent certains, et on nous dit, regardez, il y a les lentilles de contact, les prothèses de cristallin, les implants cochléaires, les prothèses dentaires, les stents dans les artères, les stérilets, les prothèses mammaires, les anneaux gastriques, les stimulateurs cardiaques, les orthèses articulaires, les prothèses de hanches, les reins artificiels, bientôt bioniques, etc. Donc on nous dit, finalement, c'est pas si nouveau de mettre de mettre du silicium, hein, puisque on est déjà tous effectivement mécanisés à bien des égards. Mais ce qui est nouveau, c'est que on commence à voir apparaître de la bionique, des implants, on commence à voir des bras artificiels commandés directement par le cerveau, des implants de capteurs de neurones directement dans le cerveau, dans le cortex. On a des expériences en ce moment qui sont faites ou dans le cortex ou juste dans la dure mère. Et maintenant, on peut ne plus passer par le crâne, on peut passer par le cou, ce qui fait que c'est beaucoup moins invasif. Et on comprend bien les risques que ça présente, parce que ça peut perturber les fonctions neuronales du cerveau. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses encore dans cette tentative d'augmenter l'humain. On a fait déjà des expériences sur les animaux. Hein. On expérimente, par exemple, vous savez qu'on peut actuellement, on met des électrodes dans les crânes des pigeons, et on peut ainsi contrôler leur vol. Hein. Des choses tout à fait existantes. Et on parle beaucoup aujourd'hui de stimulation transcrânienne par casque ou par patch, en agissant sur les neurones, en les excitant et en les réorganisant par courant électrique faible ou par champ magnétique. Et il y a déjà en vente libre des appareils censés, ce sont des casques effectivement, des bandeaux, censés améliorer la concentration des étudiants ou les performances des sportifs par cette technique. Donc ça n'est pas totalement une divagation de ma part. Et puis il y a les fameuses histoires de puces implantées qui permettraient ensuite, vous savez, vous avez une puce implantée dans la main et ça vous permet d'ouvrir les portes. Ça permet aussi à votre employeur de regarder à quelle heure vous êtes rentré et sorti de l'entreprise. Et puis ça permet éventuellement à l'assureur de vérifier, à votre assureur de vérifier que vous avez une hygiène de vie satisfaisante. Bon, j'irai pas plus loin sur les manifestations, mais elles sont nombreuses. Et le paroxysme, vous savez, c'est lorsque ce ne sont plus les vivants, mais les morts qu'on robotise, puisque vous savez que maintenant on peut effectivement continuer à parler avec un mort grâce à son image virtuelle. Bon, et puis alors, il y a même pire encore, je m'éloigne un peu, mais il y a les hologrammes. Il y a notamment Azuma Ikari. C'est un hologramme féminin. Alors il n'y a même plus de robot, c'est juste un hologramme féminin. Et son vendeur nous dit qu'il est destiné à canaliser les fantasmes des hommes célibataires. Donc, avis aux amateurs. Alors, les dangers sont évidents. C'est la modification du mode même du fonctionnement du cerveau humain. Et puis, c'est effectivement le danger, c'est les délires du transhumanisme, enfin tout ce qu'on entend, des hypothèses absolument délirantes à cet égard, voire même les religions nouvelles que l'on voit se développer à propos de ce transhumanisme. Ceci étant, les expériences existent, elles sont quand même inquiétantes, et face à ces expériences, eh bien, le droit est pratiquement absent.
nous avons, nous, l'article 16.3 du Code civil, qui nous dit qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale, et puis le Code de la santé publique qui ne permet que les expérimentations. Ceci étant, les choses continuent à avancer et il faudra peut-être quand même intervenir en la matière. Alors, comme l'écrit une de nos collègues, entre réalité et rêve, le juriste est lui aussi tiraillé entre cette double attraction contradictoire, comment poser ou dire le droit face au vertige métaphysique qui le saisit. Le robot humanoïde n'est finalement, à mon sens, que l'incarnation contemporaine de vieilles hantises. Il s'agit là, à mon sens, que du dernier avatar en date d'un instrument psychothérapeutique immémorial de notre inconscient collectif. En revanche, l'homme, au moins partiellement robotisé ou numérisé, va peut-être surgir plus rapidement que prévu et de manière moins spectaculaire. Un auteur, c'est Norbert Wiener, nous dit « Nous avons, et ça fait peur, nous avons transformé notre environnement si radicalement que nous devons à présent nous transformer nous-mêmes pour pouvoir exister dans ce nouvel environnement. » Et ça, c'est quand même assez effrayant si ce qu'il dit est exact. Donc, en définitive, cette mode des humanoïdes a au moins un mérite, c'est qu'elle nous permet une réflexion métaphysique, peut-être de créer une nouvelle ontologie et une nouvelle façon de créer les couples de contraires, comme je le disais en introduction. Alors, j'ai presque réussi mon défi, j'ai dépassé d'1 minute, je crois. J'ai réussi un autre défi. J'avais décidé de ne pas prononcer les 3 mots qu'il est convenu en France de mettre dans tous les exposés aujourd'hui, c'est-à-dire paradigme, disruptif et résilience. J'ai réussi, je ne les ai pas placés. Je finirai par une phrase qui me semble encore de grande actualité. Pourtant, elle a été écrite au XIXe siècle par Gustave Flaubert. Et Flaubert a écrit, c'est une phrase que vous connaissez sans doute, « L'homme de l'avenir aura peut-être des joies immenses. Il voyagera dans les étoiles avec des pilules d'air dans sa poche. Nous sommes venus, nous autres, ou trop tôt ou trop tard. Nous aurons fait ce qu'il y a de plus difficile et de moins glorieux, la transition. »